Si les plongeurs oublient un élément lors de la planification d'une plongée simple, ils mettent en danger leur vie et celle des sauveteurs, un sauvetage précipité pouvant avoir des conséquences graves. Voici la défaillance fatale de l'accident du siphon Rosa. Marty Rodet et John Eberle prévoyaient une journée de travail intéressante. Ils avaient été engagés par le district d'irrigation de Rosa pour réaliser un projet de plongée, qui consistait à accrocher un câble métallique à des voitures coincées dans les tuyaux sous un canal d'irrigation. Le comté de Yakima, Washington, possède un vaste réseau de canaux pour irriguer les cultures. Cet endroit, facile pour abandonner des voitures, est souvent devenu une décharge pour véhicules volés ou utilisés par des chauffards. Cette pratique bloque les canaux d'irrigation dans les tuyaux souterrains, réduisant l'eau disponible pour les agriculteurs en saison de croissance. Mais que pouvez-vous faire lorsque 3 voitures sont coincées dans un tuyau en béton de 4 mètres de diamètre ? Autrefois, le district d'irrigation engageait des plongeurs pour inspecter la zone obstruée, fixer des câbles à la voiture et extraire les débris métalliques avec un treuil. L'opération paraissait simple et avait déjà été réalisée plusieurs fois. Le siphon numéro 4 était la zone problématique aujourd'hui. La conduite souterraine faisait 13 pieds de diamètre et plus de 2200 pieds de long. Ce jour-là, Marty et John seraient dans les plongeurs. Tous deux étaient des plongeurs récréatifs expérimentés, sans certification en plongée souterraine ou commerciale. Cette grave omission allait entraîner des conséquences catastrophiques. Les hommes, en mettant leurs combinaisons et bouteilles d'air, avertirent les ouvriers qu'ils n'avaient qu'une heure d'air et qu'il fallait appeler à l'aide s'ils ne revenaient pas sous 45 minutes. Leur plan était de descendre à 100 pieds, parcourir 1000 pieds horizontalement pour trouver l'enchevêtrement de voitures, accrocher le câble, puis remonter aussitôt à la surface. Ils prévoyaient 15 minutes pour descendre, 15 pour accrocher la première voiture et 15 pour remonter. Il faisait froid à Washington, avec des températures de mars autour de 40 degrés le jour et en dessous de 0 la nuit. Marty et John ont dû casser la glace à l'entrée du siphon pour entrer. La sensation de descendre dans un tube en béton recouvert d'une couche de glace était pour le moins intimidante. Les hommes se sont glissés dans l'eau froide et ont plongé sous la surface pour commencer leur descente. Le canal était en grande partie à sec, mais les tunnels siphons qui passent peu sous les routes principales et les obstacles en surface contenaient de l'eau toute l'année. Cette eau était trouble à cause de la saleté et des débris flottants. Les deux hommes descendirent lentement dans le sombre tube de béton. Ce n'était pas vraiment étroit, car les deux hommes pouvaient fort nager côte à côte, mais s'ils tendaient les bras, ils touchaient d'un peu les parois du siphon. Leurs lampes étaient insuffisantes face à l'eau froide et trouble. Ils ne pouvaient avoir qu'à peine 30 cm devant eux, alors qu'ils descendaient de plus profondément, avec cette sensation claustrophobe que les parois se refermaient sur eux. Leur montre de plongée indiquait la profondeur. Il s'avère donc qu'ils touchaient presque le fond. Il leur restait seulement à localiser l'enchevêtrement de voitures. Ils avaient pris un risque en choisissant leur point d'entrée, car on ignorait la position exacte des voitures dans la conduite. Ils ont avancé dans l'eau froide jusqu'à heurter le premier pare-choc de voiture. Ils ont rapidement accroché le câble au châssis, impatients de quitter cet endroit inquiétant, et se sont fait signe qu'ils étaient prêts à repartir. Marty a regardé son manomètre et il a été stupéfait. Il avait déjà consommé plus de la moitié de son air sans raison apparente. Il y avait plus de plusieurs mètres d'eau entre lui et la sortie, et ce ne serait pas suffisant. Jean vérifia son manomètre et constata un problème similaire. Ils ressentirent instantanément la panique et la terreur. C'était déjà une plongée éprouvante à l'aveugle dans une eau sombre et glaciale, et maintenant ils n'avaient plus assez d'air pour revenir. Ils partageaient une petite bouteille d'air de secours. Sachant que cette panique peut vite être mortelle, ils ont utilisé leur formation pour rester calmes et amorcer prudemment le retour. On pourrait penser qu'il vaudrait mieux nager aussi vite que possible pour remonter à la surface, mais cela peut épuiser l'air encore plus rapidement. Ils devaient viser l'efficacité, des respirations calmes et lentes, ainsi que des mouvements musculaires efficaces pour les ramener rapidement à la surface. Leurs bouteilles se sont vite vidées. L'air de secours a été activé, mais la réserve était limitée. Avec deux hommes partageant la même bouteille d'air, il était peu probable qu'ils puissent tous les deux parcourir le reste du chemin avant que la réserve ne soit complètement épuisée. En surface, les ouvriers du district observaient les bulles remonter du tunnel depuis 45 minutes. Soudain, elles ont ralenti puis se sont complètement arrêtées.
Les employés du district d'irrigation n'étaient pas plongeurs, mais voyaient qu'il y avait un problème. Ils ont appelé le 911 pour secourir 2 plongeurs du siphon numéro 4 du canal. Des bénévoles de sauvetage ont été dépêchés rapidement. L'équipe locale de sauvetage sous-marin réunissait des plongeurs bénévoles et des pompiers expérimentés en plongée. Les conditions de plongée étaient extrêmement préoccupantes car il n'y avait aucune ligne de sécurité pour chaque plongeur et aucune communication avec les hommes dans l'eau. Ce n'était pas une plongée commerciale normale, mais l'équipe espérait retrouver d'urgence les plongeurs dans une poche d'air en dessous. Rusty Hauber et Charlie Mestaz sont entrés dans l'eau, solidement attachés à leur ligne de sécurité, pour retrouver les plongeurs du district. Ils ont suivi le câble tendu au centre du tuyau. En seulement 20 minutes, ils avaient retrouvé les 2 plongeurs, mais il était évident qu'ils n'étaient pas décédés. Rusty et Charlie voulaient récupérer les corps, mais ils ont vite constaté que leur air était épuisé plus tôt que prévu. Ils avaient prévu un palier de décompression, mais il leur était désormais impossible de le faire. Les hommes, surpris par la rapidité de la consommation d'air, n'avaient qu'une bouteille de secours à partager. Charlie et Rusty n'étaient ni plongeurs spéléo ni professionnels. C'étaient des amateurs qui s'étaient non formés aux opérations de recherche et de sauvetage. Les plongeurs de sécurité en surface devaient les retrouver à l'arrêt de décompression, à 6 mètres sous l'eau. Vers la 30e minute, ils voyaient les lumières remonter des profondeurs. Sarah et Dwight, les 2 derniers sauveteurs, ont plongé pour retrouver et aider Charlie et Rusty, peu importe l'issue du sauvetage. Arrivés à l'arrêt de décompression, Rusty et Charlie étaient absents. Dwight est remonté à la surface pour alerter l'équipe. Sarah a longé le câble dans l'eau trouble, tâtonnant pour vérifier qu'elle ne dépassait personne. Au bout de quelques minutes, elle a été horrifiée de sentir un corps flotter dans le tuyau. Sarah descendit, prit le corps inerte et reconnut son ami Charlie. C'était incompréhensible. Elle se retourna et tenta de remonter son corps jusqu'au câble au-dessus. Une fois qu'elle a pu attraper le câble, elle a eu un moment de panique glaciale. Par où était la sortie ? Elle s'était déplacée dans plusieurs positions, et maintenant l'eau boueuse autour d'elle rendait impossible de s'orienter vers la sortie. Elle avait une chance sur 2 de choisir la bonne direction et était malade d'indécision. À ce moment, Dwight nagea vers elle le long du câble. Son estomac se noua, un soulagement désespéré l'envahit d'avoir choisi la bonne direction. Elle et Dwight ont pu localiser les 2 sauveteurs et les ramener à la surface. Rusty et Charlie n'avaient plus d'air, même la bouteille de secours était vide. Malgré des efforts héroïques, les hommes sont morts en tentant de sauver Marty et John. C'était un résultat vraiment stupéfiant. 4 hommes étaient morts. Plongeurs expérimentés, ils ont cependant fait une grave erreur de planification. Ils avaient estimé la durée de leur bouteille pour 100 pieds de profondeur, pensant n'y rester que brièvement. Ils ont négligé la température. À 40 degrés, un plongeur respirera beaucoup plus vite pour compenser l'effort du corps à stabiliser sa température. La fournaise métabolique consomme de l'oxygène pour réchauffer les organes vitaux et survivre à une condition mortelle. Plus le rythme respiratoire augmente, plus la bouteille se vide vite. Lorsque les hommes atteignent le fond et réalisent qu'il ne leur reste qu'une quantité limitée d'air, ils ont probablement commencé à respirer encore plus vite. Il est difficile de ne pas respirer plus vite et plus profondément en situation de panique. Cela n'a fait qu'accélérer leur mort. Ils savaient sans doute qu'ils n'auraient pas assez pour revenir, mais ils ont tout donné. L'équipe de secours bénévole ignorait également à quel point le froid aurait un impact important sur leur réserve d'air. Ils pensaient rester moins de 30 minutes dans l'eau, alors comment auraient-ils pu manquer d'air ? Le passage étroit et sombre leur provoquerait une grande anxiété en cherchant un corps. Ils n'étaient ni plongeurs spéléologues, ni professionnels. En plongée libre, proche de la surface, tentaient de nager pour survivre. Ici, remonter menait seulement à un mur de béton. C'était un résultat écœurant pour le reste de l'équipe de secours. Une analyse approfondie des preuves et ordinateurs de plongée a révélé que la tragédie était due à un manque de formation et de préparation. Marty et John n'avaient pas à faire cette plongée complexe en espace confiné. Les plongeurs professionnels, formés pour ces conditions, disposent de 2 systèmes de communication et d'un ombilical d'air de surface.
Ce travail ne convenait pas à la plongée classique. L'autre conclusion majeure était que l'équipe de recherche et de sauvetage n'aurait pas dû mener une opération de sauvetage, mais plutôt une opération de récupération. Un plan lent et méthodique aurait été idéal pour éviter les nombreux pièges possibles dans ce type de site de plongée. Se précipiter pour sauver quelqu'un là-bas fut l'erreur critique. Cette perte a entraîné des changements dans les sauvetages de plongée locaux, les exigences de plongée commerciale et les procédures du district d'irrigation Rosa.